catégorie télémédecine à présent. Et vont me rejoindre Elias Mali de la société Consort NT, société de conseil informatique et parrain de cette catégorie. Jean-François Minudet du cluster iCare, voilà, je les vois arriver. Et Patrick Amouzou de Hoche Avocat, cabinet Hoche Avocat. Je vous en prie, installez-vous les uns les autres. On va vous changer voilà, vos noms ici sur les présentoirs. Oups. Et voilà, allez-y. On vous laisse installer peut-être les petits présentoirs. Le temps pour moi d'appeler le premier candidat de cette catégorie, qui est Olivier Sautron, qui dirige la société Oscadi et qui va nous présenter le projet Ausculte. Alors, est-ce qu'il est dans les parages? Voilà, je le vois arriver du haut de cet amphithéâtre. Et puis pendant ce temps-là, je vous rappelle, vous pouvez voter. Vous êtes déjà nombreux à voter. D'ailleurs, si vous votez au fur et à mesure, vous voyez les résultats des votes apparaître aussi sur votre écran. Les projets qui commencent pour certains à se distinguer. Mais bon, tout n'a pas encore été présenté, tout n'a pas encore été pitché. Vous pouvez aussi prendre votre temps et voter simplement ce soir, tranquillement, en fonction de ce que vous aurez vu tout au long de cette journée. Le projet qui aura obtenu le plus de votes aura demain le prix des internautes. Voilà, Olivier Sautron qui est arrivé. Donc je vous laisse présenter en 5 minutes le projet Ausculte. Ah, il est allumé normalement, sauf s'il a été éteint par le candidat précédent. Bougez pas. Voilà. Bonjour. Voici l'outil utilisé par tous les médecins de la planète. Expérimentés, ils peuvent donc ausculter le cœur et les poumons. Au-delà de ces organes, des organes internes, en fait, on fait souvent appel à un spécialiste. Moi, je viens de l'île de la Réunion, et des spécialistes, des fois, à portée de main, vous n'en avez pas. Et quand vous faites appel à eux, ils doivent souvent utiliser un matériel encombrant et coûteux. Je m'appelle donc Olivier Sautron, j'ai cofondé et je dirige aujourd'hui une société qui s'appelle Oscadi. À Oscadi, on a imaginé Ausculte. Ausculte, c'est le premier appareil d'échographie ultra portable connecté. En fait, à tout moment, vous pouvez faire une échographie et vous pouvez être assisté par un spécialiste. Alors aujourd'hui, on a une technologie qui s'appelle Instant Diagnosis. En fait, c'est l'appareil le plus rapide du marché, le plus rapide à démarrer et le plus rapide en examen. On a évidemment des accords très particuliers avec Apple pour développer ce produit et on se base sur la plateforme iOS et on a capitalisé en fait autour d'iOS. C'est-à-dire que vous pouvez piloter votre appareil à la voix, ce qui vous laisse les mains libres. Vous pouvez transformer votre diagnostic en texte, très simplement. C'est une interface tactile évidemment, l'écran Retina à haute résolution. Je ne vais pas vous représenter l'iPad. L'intérêt pour nous, c'est qu'à tout moment aujourd'hui, vous pouvez être assisté, vous avez accès à une plateforme en fait, et on veut mettre l'échographie dans la main du plus grand nombre aujourd'hui. Alors, des fois, vous devez aller vite dans votre diagnostic, des fois, vous devez le faire de très loin, et je pourrais vous donner un cas à La Réunion, et des fois, les deux. Il faut aller vite et vous êtes très loin de votre établissement de santé. Alors, évidemment, Ausculte est tout à fait adapté pour les situations d'urgence. C'est là où on travaille le plus aujourd'hui, où on a le plus de collaboration avec le milieu médical. Évidemment, une plateforme d'assistance qui permet à tout le monde de l'utiliser très facilement. Capitalisant toujours sur l'iPad, on a implémenté la technologie AirPlay, ce qui fait qu'en éducation, vous pouvez l'utiliser. On pourrait diffuser l'échographie très facilement sur un écran géant dans un amphithéâtre comme celui-là aujourd'hui. Mais imaginez aussi Ausculte en situation dans des pays en voie de développement où l'accès à des établissements de santé est parfois long, difficile. Et là, vous avez un appareil qui a un peu plus de 6 heures d'autonomie et une simple liaison 3G vous met en relation avec un spécialiste. À Oscadi, on pense qu'à terme, c'est un appareil qu'on mettra dans les mains de tout le monde. En fait, c'est l'appareil de diagnostic qui permet de savoir ce qui se passe à l'intérieur du corps humain, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. Alors, où c'est qu'on en est aujourd'hui? Nous, on a commencé à commercialiser il y a quelques semaines sur le marché vétérinaire, puisqu'on travaille notre certification CE médicale aujourd'hui, le marquage CE, qu'on espère avoir en tout début d'année prochaine. Donc sur l'île de la Réunion, sur une dizaine de cliniques vétérinaires visitées, on en a prévendu 7, puisqu'on les commercialisera officiellement en septembre, au 15 septembre. Et donc voilà, rapidement présenter ce qu'est Ausculte aujourd'hui. Merci de cette présentation. On l'a physiquement à côté de nous. Je l'ai physiquement avec moi et c'est juste pour montrer que c'est l'interface la plus simple en échographie aujourd'hui. On est loin d'avoir les tableaux de bord d'avion qu'on voit habituellement sur ce type d'appareil. Je me tourne du côté du jury. Qui est-ce qui veut entamer la première question? Le jury précédent est parti avec le micro. On vous en amène un... attendez, je vous
Voilà, on vous en amène un tout de suite. Je vous en prie, allez-y. Merci. Merci pour la présentation très intéressante. Du coup, un point assez clé visiblement dans votre dispositif, c'est la notion d'assistance avec un tiers qui va guider la personne qui a l'échographe dans la main, ou en tout cas l'aider à faire le bon geste et le bon diagnostic. Ça impose du coup une organisation, je dirais, d'équipe. Comment vous anticipez et vous préparez un peu la facilitation de cette organisation qui, on sait, est toujours un point un peu bloquant dans ces projets de téléexpertise? Alors aujourd'hui, dans ce qu'on a expérimenté, dans ce qui est fonctionnel, on va dire, on travaille sur des plateformes entre des urgentistes et leur hôpital. C'est une plateforme qui lie donc une personne en situation d'urgence à des radiologues de l'hôpital qui sont déjà formés en fait, qui sont déjà existants. Nous, ce qu'on espère à terme chez Euskadi, c'est qu'il y ait une plateforme de service. Alors, on va dire Uber du diagnostic médical parce que c'est tendance, mais le but c'est que vous ayez à faire un diagnostic dans une situation, par exemple de cet amphi, il y a quelqu'un qui tombe, on veut faire un diagnostic, on appuie sur un bouton, je veux un diagnostic, et la plateforme répondra et le dispatchera vers le meilleur ou le plus proche ou la personne en tout cas la plus qualifiée pour faire le diagnostic. C'est ça la vision à terme de ce qu'on a pour Auscult. D'accord. C'était ma seconde question. Est-ce que vous avez des partenariats avec des plateformes de téléimagerie qui existent aujourd'hui, qui se mettent en place? Du coup, c'est quelque chose que vous avez en tête, visiblement. C'est quelque chose qu'on a en tête et c'est des gens qu'on a déjà rencontrés. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est les seuls à pouvoir faire du stream d'échographie en temps réel. En fait, là, on ne transmet pas de DICOM, en fait. On ne fait pas de deuxième avis ou des choses comme ça. On le fait en temps réel sur une situation où on a besoin d'un diagnostic en temps réel. Donc, on doit développer, et on a développé, nous, en interne, toute cette partie protocole vidéo de transmission instantanée, en fait. D'autres questions? Elias Mahali, consort NT. Ma question, c'est... Bon, merci pour votre Mettez présentation. bien le micro, voilà, qu'on vous entende bien. Merci pour votre présentation. Moi, ce que je souhaite savoir, c'est en fait comment vous gérez les risques, parce que vous vous positionnez en qualité d'échographe de premier niveau. Hein, donc, j'aimerais bien comprendre enfin comment vous gérez tout l'aspect gestion des risques, notamment lié aux interprétations de l'imagerie, parce que vous êtes sur des contextes d'urgence. Alors, sur la partie interprétation de l'imagerie, elle sera toujours faite par un spécialiste de santé, un radiologue en l'occurrence, et il s'agit d'un diagnostic de débrouillage, en fait, un diagnostic d'urgence où on doit prendre une décision très rapidement. Après, si on doit faire un diagnostic plus poussé sur des tumeurs ou des choses comme ça, à l'hôpital, il y aura toujours l'IRM, le scanner, il y aura toujours des méthodes complémentaires. Là, il s'agit de prendre des décisions rapidement, en fait. Et l'urgentiste, il prendra cette décision en tant que professionnel de santé, c'est lui qui jugera si ce qu'il voit lui permet d'avancer ou pas dans son acte de santé. D'accord. Une deuxième question, c'est comment vous vous positionnez sur la chaîne de valeur, par rapport à vos concurrents, qu'est-ce que vous apportez? Parce qu'il y a des plateformes de téléimagerie, effectivement en France actuellement. Donc, il y a des plateformes de télémédecine sur la partie essentiellement interprétation d'images, donc en différé, avec des transmissions de DICOM pour avoir un deuxième avis. Il y a très peu de plateformes en temps réel, en tout cas en mobilité aujourd'hui, il n'y en a pas. Très bien, merci. D'autres questions? Patrick Amouzou. Bonjour, merci pour votre présentation. Quand je regarde en fait votre brief, ce que je comprends, c'est que votre modèle il est fondé sur la vente en fait de l'équipement. Aujourd'hui, dans un modèle français, on va dire, oui. Parce que le device n'existant pas, on l'a développé pour pouvoir développer la plateforme de service et la télémédecine derrière autour de l'échographie. Donc on a basé notre modèle économique et la société est rentable avec la vente de ce matériel. Il est clair qu'à terme, c'est un modèle de service qu'on veut proposer. C'est cette fameuse plateforme où pourront venir se greffer GE, Philips, Siemens, tous les gens qui veulent avoir un diagnostic de temps réel pourront venir se greffer sur la plateforme. Notre modèle économique à plus long terme est un modèle de service. Aujourd'hui, en vendant que le hardware sur cette partie-là, en offrant le service de plateforme, comme on disait, entre urgentiste et hôpital, avec des plateformes qui sont hébergées sur les hôpitaux, la société est rentable avec celle-là. D'accord, c'est-à-dire à terme, donc votre rentabilité viendrait également du service. On espère que ça se transformera d'une société aujourd'hui de produits en une société de service. Par intégration de vos produits à des opérateurs plus comme GE, des personnes. Nous, ce qu'on pense, ce sera l'inverse en fait. C'est ces opérateurs qui font aujourd'hui du hardware viendront se greffer sur notre plateforme software de service. D'accord. Parce que eux vont continuer à vendre du hardware à des radiologues, à des gens qui sont spécialistes ou ils sont dans le domaine aujourd'hui. À terme, on pense que cette plateforme permettra justement à des acteurs qui font du hardware de venir se greffer dessus. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, la force du produit et la force d'Auscult, c'est qu'on est basé sur un iOS en fait. On a déjà un OS en couche basse qui nous permet d'avoir du réseau, qui nous permet d'avoir plein de fonctionnalités qu'un appareil d'échographie pure n'a pas. D'accord. Merci.
Toute dernière question peut-être. On avait primé ici à Castres, alors je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année précédente, Adecopen, qui a aussi un projet de création de devices pour faire des échographies à distance à partir d'un simple téléphone portable en ce qui les concerne, et qui est un projet collaboratif entre la France et plusieurs pays d'Afrique. C'est un projet dont vous avez entendu parler. C'est potentiellement concurrentiel ou c'est en retard par rapport à ce que vous avez développé? Ça, le retard, je ne vais pas en juger parce que tout l'appareil fonctionne. En fait, on travaille sur ce projet depuis 3 ans maintenant. On a été primé à TechCrunch Disrupt en fait en 2014 à Londres pour ce produit. Il a fallu le développer. Alors, on comprend bien que c'est de l'échographie, c'est une technologie de pointe, et donc justement ça met énormément de temps. Nous, l'avantage aujourd'hui, c'est que ça marche. La partie certification CE est engagée, et je pense qu'il faudrait qu'on collabore en fait avec ces gens-là pour pouvoir justement faire en sorte que le diagnostic à terme soit quelque chose de facile d'accès, surtout dans les pays en voie de développement. D'un point de vue financier, on s'entend. Oui, d'un point de vue financier. Nous, on a travaillé sur l'iPad parce que les gens nous ont dit, en tout cas les professionnels de santé, que l'écran du smartphone serait trop petit. Mais il est évident que porter cette solution sur un smartphone, il n'y a aucun souci. Des liens à faire alors, du coup dans cette université. Merci Bien Olivier sûr. Sautron d'être venu présenter cet outil ici dans cette université d'été de la e-santé, catégorie télémédecine, sur ce plateau où il fait, on peut le dire, pratiquement aussi chaud qu'à La Réunion. Il fait très très chaud sous les sunlights de Castres. On va écouter le deuxième candidat dans cette catégorie télémédecine, c'est Philippe Josse qui va nous rejoindre. Il est cofondateur de e-Ophthalmo. Il nous présente son projet tout simplement e-Ophthalmo. Voilà. Allez-y, le micro est à votre disposition et vous avez 5 minutes pour présenter votre projet. Bonjour à tous, bonjour, merci. Donc moi je m'appelle Philippe et donc comme 2 tiers des Français, je porte des lunettes. Dernièrement j'ai voulu les changer, j'appelle mon ophtalmo, il me propose un rendez-vous dans 6 mois. Du coup j'ai toujours pas changé mes lunettes. Alors cette situation, certains d'entre vous ont déjà dû la vivre, puisque le délai moyen en France pour prendre rendez-vous chez l'ophtalmo, c'est plus de 3 mois. Et si 3 mois vous trouvez ça long, sachez que ça va devenir de plus en plus long. On compte aujourd'hui 5800 ophtalmos en France et ils seront moins de 4000 d'ici 2030. Maintenant, vous avez certainement dans votre entourage des amis diabétiques. Eh bien eux, tout comme vous, tout comme moi, ils doivent attendre pour prendre rendez-vous chez l'ophtalmo. Sauf que pour eux, c'est beaucoup plus problématique, puisque le diabétique doit avoir un ophtalmo chaque année pour faire un examen du fond d'œil pour dépister une maladie qui rend aveugle. Cette maladie, c'est la rétinopathie diabétique. C'est la première cause de cécité des moins de 65 ans en France et dans les pays développés. Et du fait de la pénurie des ophtalmos, on a un patient sur 2 qui ne fait pas son examen annuel de fond d'œil. Et la situation va s'aggraver. On compte actuellement 3,7 millions de patients diabétiques et ils seront plus de 6 millions en France en 2030. Imaginez maintenant un nouveau parcours de soins. Et si au lieu de se rendre directement chez l'ophtalmo, on allait voir un autre professionnel de santé, un orthoptiste, un opérateur qui peut réaliser l'examen et le télétransmettre à l'expert, l'ophtalmo, pour une interprétation en différé. Eh bien, ce nouveau modèle, il est possible et il a même donné lieu en 2014 au premier et seul acte de télémédecine en France, pris en charge par la Sécurité sociale. Malheureusement, depuis 2014, rien ou presque n'a changé à cause de nombreux verrous. Si on prend les orthoptistes, par exemple, ce sont des professionnels de santé qui n'ont pas les moyens d'acheter les appareils d'imagerie pour faire les examens. Les orthoptistes nous disent si vous m'amenez des patients, j'ai pas de patients diabétiques, amenez-moi des patients, c'est très bien. Vous me trouvez une solution pour avoir un appareil d'imagerie parfait. Qu'est-ce que je fais des examens? Moi, je connais pas d'ophtalmo, à qui j'envoie les examens du fond d'œil. Et moi, je connais un ophtalmo, mais qu'est-ce que je fais quand il part en vacances? Qu'est-ce que je fais s'il répond pas? Est-ce que je vais être payé, etc. L'ophtalmo, lui, qui voudrait participer à ce nouveau parcours de soins, devrait utiliser une messagerie de santé et ouvrir les mails envoyés par les orthoptistes pour faire les examens, et donc il passerait beaucoup de temps. Alors moi je suis ingénieur, je suis spécialisé en imagerie médicale et avec mes associés, le docteur Chakar Nevzaoui, jeune ophtalmo, et Sophie Chapuis, entrepreneur expérimenté dans le domaine des dispositifs médicaux, on lance e-Ophthalmo. Donc e-Ophthalmo anime et optimise un nouveau réseau de santé en ophtalmologie avec une plateforme de télémédecine qui permet l'échange de données médicales et un ensemble de services à destination des professionnels de santé. Donc solutions facilitées d'accès au matériel, gestion de l'agenda, gestion de la facturation, gestion de l'envoi des diagnostics, etc. On couvre toute la chaîne du soin et du dépistage en offrant des solutions à la fois techniques et organisationnelles.
Notre modèle économique, c'est une rémunération à l'acte auprès des professionnels de santé payés par la sécurité sociale, donc l'orthoptiste et l'ophtalmologiste. Les avantages liés ophtalmo sont très nombreux. Si on prend par exemple l'ophtalmo aujourd'hui, au lieu de 25 minutes de consultation classique pour un examen du fond d'œil pour un patient diabétique, il lui en faut moins de 3 pour faire un dépistage en différé pour le patient diabétique. Le patient diabétique, lui, a enfin accès à un dépistage rapide, annuel et entièrement pris en charge par la sécurité sociale. Alors, e-ophtalmo profite également à de nombreux acteurs économiques. Aujourd'hui, nous avons des partenariats d'abord avec les fabricants des appareils d'imagerie. Aujourd'hui, c'est un nouveau marché pour eux, le marché des orthoptistes. Ces fabricants, donc on travaille avec les 2 leaders en France qui nous accompagnent à la fois dans notre phase pilote pour tester la solution. Ils vont nous prêter des appareils pour qu'on puisse tester. Et vous nous accompagnez surtout dans le déploiement national de e-ophtalmo en proposant aux orthoptistes de notre réseau des offres préférentielles, donc des tarifs avantageux pour l'achat ou la location d'appareils. On a également des partenariats avec des laboratoires pharmaceutiques, donc essentiellement qui produit et commercialise le traitement pour cette maladie, pour la rétinopathie diabétique. Et donc ce laboratoire nous accompagne à la fois financièrement en lancement du projet et aussi sur des étapes de communication pour toucher à la fois le patient et le professionnel de santé. Donc aujourd'hui, on est en train de terminer le maquettage et le prototypage de la solution e-ophtalmo. Donc vous en voyez un exemple ici. On a fait ce travail avec une agence lyonnaise pour pouvoir lancer, après cette étude d'usage, d'ici la fin de l'année, donc dans quelques mois, c'est prévu, un pilote, donc essentiellement en Rhône-Alpes, mais également avec des professionnels de santé un peu partout en France. Un pilote pour tester à la fois le modèle économique, la plateforme technique et aussi ce nouveau parcours de soins, ce nouvel usage. Une fois cette preuve de concept faite, l'objectif c'est de déployer nationalement la solution. J'ai choisi de vous présenter cette maquette pour vous montrer ces fameuses images de fond d'œil et pour vous montrer le potentiel en ophtalmologie. Ce parcours de soins qu'on propose ici pour le dépistage de la rétinopathie diabétique, on pourrait le proposer pour d'autres dépistages, le dépistage du glaucome, le dépistage de la DMLA, avec exactement les mêmes acteurs, les mêmes appareils d'imagerie, les mêmes examens, et pourquoi pas même demain proposer la prescription de lunettes ou d'autres examens en ophtalmologie. Aujourd'hui, on se concentre uniquement sur cet examen recommandé par les autorités de santé et pris en charge par la sécurité sociale. Notre objectif, c'est de devenir la référence de la santé visuelle en télémédecine. Alors faisons ensemble la médecine de demain. Merci. Merci pour cette présentation, Philippe Josse. Je me tourne vers le jury. Il y en a qu'un qui a des lunettes dans le jury. Non, 2, pardon. Tellement transparente qu'on ne les voyait pas. Donc 2 tiers du jury ici a des lunettes. Donc finalement, on se rapproche des moyennes que vous nous avez données tout à l'heure. On est dans la moyenne. Alors, allez-y, ceux qui ont des lunettes, est-ce qu'ils sont intéressés par cette solution ? Merci pour votre présentation, fort intéressante. Moi, j'ai une question. Pourquoi le choix de la rétinopathie diabétique? Parce qu'en finissant votre discours, vous avez fait référence à d'autres types d'examens. Et vous avez aussi fait référence au financement de l'acte de la rétinopathie diabétique. Est-ce que c'est la facilité, parce qu'il y a un modèle économique en gros, et puis qu'on finance l'acte qui vous a orienté à monter un projet sur la rétinopathie diabétique? Aujourd'hui, ce projet, il est né en 2014 par un ophtalmo, le docteur Nevzaoui. Initialement, il travaillait dans un service de diabétologie et lui-même faisait des interprétations différées. C'est-à-dire que ce modèle, il se passe déjà dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, les examens ils sont faits toute la journée et l'ophtalmo, en fin de journée, interprète. Et pendant qu'il était dans ce service, le décret est tombé. Et donc, aujourd'hui, ce qui est bien important de comprendre, c'est que c'est un acte qui est pris en charge par la sécurité sociale. Dans le modèle économique, la télémédecine, ça existe beaucoup. On en entend parler beaucoup aujourd'hui, la radiologie, etc. Aujourd'hui, pour la première fois, on va avoir un professionnel qui va réaliser un acte de télémédecine et qui va être payé directement par la Sécu. Donc, c'est ce qui a lancé le projet. Il faut savoir qu'aussi, il faut suivre les recommandations des autorités de santé. On est sur du télédiagnostic, de l'interprétation différée. Le patient n'est pas présent. Il faut aller doucement pour vous donner un ordre de grandeur de temps, de durée. Les recommandations des autorités de santé, c'est 2004. En 2004, les autorités de santé disent « faisons le partage de l'examen ». 10 ans d'expérimentation, 2014, le décret et le remboursement sécurité sociale. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement accepté par les professionnels de santé. Et donc, on peut partir aujourd'hui sur ce dépistage et quasiment tout le monde adhère à la solution. Demain, pour aller sur le glaucome, pour aller sur le DMLA, faisons déjà la preuve de concept, montrons que ça marche. Aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, en 2014, c'est 2600 actes seulement qui ont été réalisés avec ce nouveau parcours de soins. Parce qu'aujourd'hui, il y a un verrou organisationnel, un verrou d'usage. Mais évidemment, l'objectif à terme, c'est de proposer d'autres actes, soit en attendant que le modèle économique soit possible avec un remboursement sécurité sociale, soit en imaginant d'autres modèles économiques, et il y en a d'autres possibles. Alors, merci.
Jean-François Ménudet. Oui, justement pour rebondir sur ce volet, c'est vrai que c'est le premier acte qui a été remboursé, donc on pouvait s'imaginer que ça allait être l'Eldorado pour toutes les solutions de télémédecine depuis le temps que tout le monde réclamait un acte remboursé. Qu'est-ce qui fait, vous l'avez un peu évoqué, mais qu'est-ce qui fait fondamentalement qu'aujourd'hui, malgré quelques expérimentations, il n'y ait pas plus d'actes réalisés, et qu'est-ce qui fait que vous allez réussir? Parce qu'il y a quand même des gros en face de vous qui ont lancé des initiatives proches. Ouais. Alors, je ne vais pas me faire des amis en disant ça parce que je sais qu'ils sont ici. La solution aujourd'hui, c'est la MS Santé, la messagerie de santé sécurisée proposée par la ZIP. Aujourd'hui, cette messagerie de santé, alors elle tend à se déployer, elle est très peu déployée et que 20 000 professionnels de santé qui l'utilisent. Vous pouvez aller sur les différents sites d'annuaires de professionnels de santé, voir ceux qui utilisent la MS Santé, elle est très peu utilisée. Aujourd'hui, donc c'est le verrou, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait ça pour faire l'échange de données et les professionnels de santé ne l'utilisent pas. Mais les verrous, ils sont bien plus importants, ils sont à la source. Il faut déjà que le professionnel de santé, l'orthoptiste, ait un appareil. Nous, on a commencé en Rhône-Alpes. En Rhône-Alpes, on a contacté, je pense, toutes les orthoptistes. Orthoptistes indépendantes qui avaient acheté un appareil, 0. Alors, la FASTEJ disait on va la commencer bientôt avec les quelques orthoptistes équipés qu'on a trouvés. Il y en a une à Toulouse, il y en a une à Paris. Il y en a très très peu qui sont équipés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les orthoptistes ne voient pas l'utilité d'acheter un appareil alors qu'elles ne pourraient pas le rentabiliser. Ces appareils coûtent relativement cher. Il faut savoir que la profession orthoptie, c'est l'une des professions médicales, paramédicales la moins rémunérée en France. Donc il n'y a pas de rentabilité économique. Et donc ensuite, voilà, tout l'enchaînement fait que ce n'est pas optimisé. Nous, finalement, on n'apporte pas une solution, enfin la solution technique, elle n'est pas énorme, hein, c'est l'échange de données médicales. Nous, on apporte une solution d'usage, on apporte une organisation. Notre métier, c'est à la fois de créer un réseau de confiance et d'animer ce réseau de confiance. Patrick Emouzou, qui a des lunettes aussi, et qui doit avoir du mal à avoir parfois des rendez-vous également, dans de longues semaines. Alors moi j'ai la chance d'avoir un ophtalmo juste au-dessus de... Ah, vous êtes privilégié. Donc voilà. Bien, bonjour et merci de votre présentation. Alors, justement, mes collègues ont abordé le sujet. J'aimerais comprendre, en termes de stratégie de rupture, par rapport à cette problématique de prise en charge de la sécurité sociale, est-ce que vous avez réfléchi à un modèle qui serait différent et qui permettrait donc de faire vivre votre produit, votre entreprise, différemment d'une base, de système basé uniquement sur ce problématique de remboursement que vous ne maîtrisez pas? Parce que à la clé, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que les actes de télémédecine ne sont pas remboursés. C'est peut-être aussi parce que le remboursement massif des actes de télémédecine entraînerait un déséquilibre aussi au niveau de la Sécu, des usages beaucoup plus conséquents, etc. etc. Donc est-ce que vous avez réfléchi à un modèle alternatif et basé sur autre chose que la remboursabilité Sécu? Donc, vous avez entièrement raison. Pour la rétinopathie diabétique, donc effectivement, si le remboursement de Sécu s'arrête demain, c'est terminé. Aujourd'hui, la Sécu, c'est 28 €, c'est 17 € pour l'ophtalmo, 11 € pour l'ophtalmo, pardon, 17 € pour l'orthoptiste. Donc, ce modèle fait que nous, on peut vivre grâce à la Sécu. Et donc, sur la RD, rétinopathie diabétique, on va rester sur la Sécu. Nous, on voudrait déjà faire d'autres actes. On voudrait faire du glaucome, on voudrait faire de la DMLA, on voudrait proposer d'autres actes. Pour ces autres actes, les autres modèles économiques, c'est impliquer d'autres acteurs, impliquer des tiers. Donc, les tiers, ça peut être des laboratoires pharmaceutiques, les tiers, ça peut être des mutuelles. Impliquer ces tiers pour les faire participer à cet examen. Une autre possibilité, c'est d'être dans une zone grise de la télémédecine et de travailler en intra-cabinet. Ne pas travailler sur des actes de télémédecine, mais travailler sur des actes ophtalmo et optimiser des actes ophtalmo. Si on prend un ophtalmo, les ophtalmos, la majorité sont, enfin pas la majorité, une grande partie des ophtalmos sont équipés en appareils, ces appareils d'imagerie, mais ne sont pas tout le temps dans leur cabinet, ne travaillent pas, n'optimisent pas leur appareil nécessairement et pourraient optimiser leur appareil en faisant travailler une orthoptiste sur leur appareil et en gardant eux la main sur l'interprétation des données. Donc là, ce serait l'optimisation d'un réseau plus interne, localement optimiser les réseaux. Merci de cette réponse, Philippe Josse, et de cette présentation. On peut l'applaudir. Deuxième candidat dans cette catégorie télémédecine. Là, on est vraiment dans de l'acte médical. Dernier candidat dans cette catégorie, dernier finaliste, c'est Thomas Van den Dries qui nous arrive de Rennes, société AMA, qui a développé, il arrive avec ses paires de lunettes, des lunettes justement qui permettent de réaliser des actes d'urgence ou des assez avancés. Et il va nous présenter donc ce projet Expert Eye pendant une dizaine de minutes. Voilà, déposez vos lunettes et puis allez-y, on vous laisse effectuer cette présentation. Ah, vous pouvez lancer normalement le film depuis le PC. Voilà.
Donc bonjour à tous. Donc oui, je suis venu vous présenter la solution ExpertEye que nous avons développée au niveau d'AMA. Donc il y a une solution de visioconférence mobile sécurisée qui est basée sur les lunettes connectées. Donc je vous ai ramené 2 paires là qui sont un peu à l'extrême en termes de hardware, parce qu'on a la Google Glass qui est... Alors, on était venu il y a 2 ans maintenant présenter cette fameuse Google Glass. C'était Guillaume Campion qui était venu. On avait fait une première mondiale avec une opération France-Japon avec le docteur Philippe Collin du CHP Saint-Grégoire. Et depuis, on a fait un petit bout de chemin. On va vous montrer ça dans quelques minutes avec 2 solutions, notamment une plus pour le post-hospitalier et une qui est post-opératoire et une qui va être plus pour le pré-hospitalier, notamment dans le domaine de l'urgence. Donc la solution est totalement agnostique en termes de hardware, c'est-à-dire on est une des sociétés, une des 10 sociétés retenues par Google pour développer la Google Glass, c'est-à-dire à la fois la vendre, mais surtout mettre notre soft à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on brûle tout ce qu'il y a de Google, on va permettre de mettre tout ce qui permet de la faire fonctionner. Et on a aussi d'autres lunettes comme les ODG, comme les ViewX, donc vous avez à peu près 4 modèles ici. Il y a grosso modo 12 fabricants de lunettes connectées à travers le monde. Là vous avez grosso modo 80% du marché, hein, parce que la majorité sont des startups. Et donc après il reste 3-4 grosses structures qui permettent, de vendre la solution, ce qu'on fait aujourd'hui, et d'amener une partie opération et déploiement de façon à amener une garantie et un suivi pour nos clients. Donc c'est une solution qui est packagée et qu'on livre clé en main. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer un peu ce qu'on a réalisé sur 2 secteurs bien définis, à la fois le préhospitalier et aussi l'urgence, et derrière le post-hospitalier. On est sur place là. Je me mets en route, je suis sur place et je vais te filmer en direct. Putain, c'est quoi tout ça? Je sais pas, il y a pas. Tu m'entends? On a des lunettes connectées. Tu m'entends? On est en direct depuis la régulation je sais, il avait 20 115. fréquences cardiaques tout Alors ici à on est l'heure. sur Sinus 57 avec le. Il avait 20 fréquences cardiaques tout à l'heure, donc c'est pas étonnant. On me prend plus devant toi, moi. À droite, là, la rouge, là. Donc là on est sur l'interhospitalier, on fonctionne aussi beaucoup en HAD. Madame Filouze, Et donc là, vous m'entendez? Alors Madame Filouze, je viens refaire la consultation qu'on a fait tout à l'heure. Vous vous sentez comment Madame Filouze? D'accord. Bah, écoutez Madame Filouze, je vais regarder votre plaie. Ne bougez pas, je fais un zoom. C'est ça. Faites une photo, là, faut essayer. Et je peux écrire? Oui, alors du coup c'est parfait. La qualité de l'image est très bonne. J'ai vu que la plaie, et vous allez me confirmer Anne, donc du coup... D'accord, bon bah c'est parfait. Donc je trouve que votre plaie est très belle. Donc je transmets ces informations à votre chirurgien. Bon après-midi Madame Filouze. Merci. donc là c'est juste pour vous montrer un petit peu. Donc là on était sur un interhospitalier. L'idée c'est qu'on a les mains libres, ça c'est le concept de la lunette, et donc on va pouvoir faire le soin, on va pouvoir continuer à interagir avec le médecin à distance tout en pouvant utiliser et continuer le soin. Je ne sais pas si je suis dans les 5 minutes ou pas. C'est parfait, c'est parfait en termes de présentation. Moi, j'en retiens en tout cas que la notion de belle plaie ou de plaie belle, c'est très relatif selon celui qui le dit. Hein. Question de la part du jury sur ces lunettes que l'on voit ici. Pas de questions, c'est d'une clarté totale. Ah si, allez-y, prenez le micro, puis moi je vais tenter de montrer différentes paires de lunettes comme ça à la caméra pendant ce temps-là. Patrick Gamoudzou, allez-y, je vous laisse poser vos questions. Merci pour cette présentation. Au niveau technologique, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sans dévoiler de secrets, bien évidemment. Alors, déjà, on n'est pas sur très beau. On n'est pas sur des webcams, c'est vraiment l'équivalent de PC. Il
il y a pas mal de choses dedans. Il y a des batteries, il y a une caméra, il y a des retours. L'avantage des lunettes par rapport à tout ce qui est tablette, smartphone ou même GoPro ou autre, c'est qu'on a un retour de l'image de ce que l'on filme. Ce qui fait que quand on a une communication, on fait vraiment du see what I see, c'est-à-dire qu'on peut cadrer même quand on zoome ou autre, on a toujours l'image exacte de ce que l'on montre. Toute la solution a été développée pour que l'expert à distance puisse utiliser la solution et surtout puisse la piloter. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui est sur le terrain, que ce soit le paramédic, le médecin, ou en tout cas le soignant qui est le porteur des lunettes, lui, va toujours porter la lunette, amener la vue, mais après, tout ce qui est photo, photoboard, push de documents ou autre va être fait par la personne qui elle est à distance. D'accord, et vous appuyez sur une plateforme de téléconférence, donc alors, on a une solution de visioconférence aujourd'hui en WebRTC. On s'est mis sur cette solution-là puisque c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Il suffit juste un URL pour que la personne à distance se connecte et qu'on n'ait pas d'obligation de télécharger des logiciels ou autre. Donc c'est facilement utilisable même depuis un smartphone ou autre. Tout est sécurisé et chiffré. On est hébergé chez un hébergeur de données de santé. Donc on n'héberge pas de données, mais on sécurise totalement le flux. Quand bien même on peut avoir des problèmes de réseau, puisqu'on envoie quand même de la vidéo, donc forcément, même si on est sur du 480p, on n'est pas sur de la HD, puisqu'on va toujours à l'extrême. Là, on a vu le cas de l'accident au niveau du SAMU 57, on est des fois en race campagne ou autre, donc le réseau est un de nos principales problématiques. On a aujourd'hui des solutions pour agréger les réseaux, amener une meilleure qualité de réseau, même en roulant ou autre. Ça, c'est notre but. Voilà, on travaille sur des projets en domaine maritime, sur des courses au grand large, des choses comme ça. Donc là, on travaille sur des hotspots en satellite. Donc nous, notre métier vraiment, c'est d'aller compacter ce flux au maximum et derrière de sécuriser totalement de façon à garantir aux patients une totale sécurité. D'accord. Et en termes de plateforme d'accès pour vos clients, donc vos clients c'est les services hospitaliers, donc alors aujourd'hui on est dans le vous avez une médical. plateforme pour eux, voilà comment Non, aujourd'hui on est sur. Alors on peut travailler en cloud complètement fermé. Ouais. Aujourd'hui on est hébergé, donc on est IPA compliant pour les États-Unis. Pour l'Europe, on respecte totalement les normes de santé. On est au syndicat interhospitalier de Bretagne pour sécuriser le flux. On est aussi notre plateforme est aussi hébergée toute la partie. On travaille avec des gens comme Medtronic ou autres sur la partie Australie, donc on héberge nos serveurs là-bas. Les prochains serveurs vont être hébergés certainement en Afrique. On a de plus en plus de projets avec l'Afrique. Ça, c'est plus pour une question de latence et de respect des normes de sécurité dans chaque pays. Mais autrement, on peut aussi, dans certains cas, dans l'industrie, on travaille aujourd'hui sur des industries dans le nucléaire, on va héberger la solution directement chez le client en cloud fermé, quoi. Voilà. Okay, on est sur une solution de WebRTC qu'on trouve dans le commerce. Nous, notre système à nous, on a rebuildé un OS complet en Android ou en Linux, puisqu'on est adossé à un compagnon, de façon à optimiser alors déjà pas avoir les ondes Wi-Fi qui sont de hotspot au niveau du cerveau. Ensuite, on va encoder un maximum de vidéos pour avoir une meilleure qualité dans ce device. Et derrière, on va optimiser également les batteries, puisqu'on est quand même demandeur de beaucoup d'énergie, puisqu'on envoie de la vidéo et pas juste de la voix, quoi. Merci. D'autres questions? Elias Smali de Consort NT. Bon, merci pour votre présentation. En fait, ma lecture, enfin ma bien compréhension... Micro, voilà, à côté de la bouche, qu'on vous entende bien, surtout sur Internet, pour ceux qui nous suivent à distance. Donc on a bien compris, enfin, vous avez une solution visioconférence, basée sur la technologie WebRTC. Est-ce que vous pouvez nous apporter brièvement, en fait, des précisions, disons, sur l'architecture fonctionnelle d'un point de vue workflow, parce que vous avez parlé d'hébergement de données de santé, vous hébergez quoi exactement? Enfin, est-ce qu'il y a un télédossier? Enfin, on s'appuie sur une brique de visio qu'on héberge au niveau du syndicat de Bretagne, parce que c'est un hébergeur de données de santé, ça pourrait être un autre. Donc nous, aujourd'hui, au niveau d'Avinet, on chiffre l'information, on est sur un système en HTTPS. Simplement, on va pointer sur les serveurs qui sont sécurisés, et on va réguler le flux d'un point A à un point B, d'un point B à un point A. Et après, on est sur du point à point. Donc il n'y a aucune donnée qui est enregistrée et sauvegardée. Très bien. Et puis deuxième question sur la partie modèle économique. Alors, ça, on peut en parler. Alors aujourd'hui, on commercialise la solution. Alors, vous voulez acheter des lunettes à Consort NT, Elias? On a pas mal de projets en cours avec pilotés par les GCS avec les ARS, un peu partout en France. Alors il y a toujours des médecins qui sont pilotes dans ce domaine-là. Après, on marche sur un fonctionnement soit d'achat, soit de location. Et donc on peut louer hardware, software ou acheter hardware, software avec des durées. Alors quand on est sur des preuves of concept, ça peut être du 12 mois, du 6 mois, et après on va en général sur des contrats 24-36 mois, ce qui permet d'étaler l'investissement du hardware, quoi. Et on est sur un système de mise à jour permanente, ce qui fait que tous les 2 mois on pousse grosso modo une nouvelle fonctionnalité. On travaille en méthode agile avec 25 développeurs à Rennes, et on marche avec des sprints de 3 semaines, et on va faire des développements en fonction des demandes de nos clients.
à la fois au niveau santé et au niveau industrie également, sur les grands groupes du CAC 40. Dernière question, Jean-François Médudé du cluster iCare. Juste une question, c'est vrai qu'on imagine beaucoup d'applications possibles depuis que les lunettes connectées sont sorties. Vous en avez évoqué quelques-unes. Finalement, on peut s'imaginer qu'il n'y en aura qu'un certain nombre qui vont réellement être un succès. Pour vous, si vous deviez citer une application en France qui allait marcher et une application à l'étranger qui allait être aussi vraiment porteur de la croissance de la société, qu'est-ce que ça serait ? À la fois France et étranger. Alors, moi je dirais qu'il y a eu beaucoup de projets de lunettes de connectées. À la base, c'était pour le grand public. Donc tout le monde a pris ses lunettes, a joué avec. On a eu des problématiques par rapport au hardware dues notamment à des limites au niveau des processeurs ou autres de batterie. Après c'était Google, alors il y a pas mal de gens qui s'en sont un peu chargés. Ils n'ont pas fait grand chose non plus pour sauver le dossier. Aujourd'hui on est vraiment sur déjà un modèle économique B2B et pas sur un modèle B2C. On fonctionne sous des modes projet, c'est-à-dire qu'on a toujours des gens qui pilotent, qui ont des vrais use cases. Et la solution elle est partie au niveau d'AMA. À la base, de la part d'un chirurgien qui est venu avec une problématique bien spécifique qui était de dire moi je peux faire du 4K, je peux faire du live surgery, je peux faire ce que vous voulez, moi ce que j'ai besoin c'est quand je fais de la formation avec mes médecins japonais, mes chirurgiens japonais sur des prothèses d'épaule, parfois j'ai des problématiques qu'il faut que je montre, et il me faut quelque chose de facile à mettre en place, donc plug and play, qui ait une qualité largement suffisante pour que je puisse exprimer de façon simple à mon correspondant à l'autre bout du monde, voilà ce qu'il faut faire quand il y a ce tel cas. Et donc on s'est appuyé là-dessus. Donc après on travaille, comme vous dites très bien pour parler des succès, on travaille aussi bien sur des clients comme Air Liquide, des gens comme ça ou dans le BTP, mais on travaille aussi sur des cas. Aujourd'hui les plaies est un vrai dossier, aujourd'hui on a des vrais projets, on est interfacé avec les logiciels métiers, parce qu'on fait aussi partie des workflows, c'est-à-dire qu'on va pusher après les photos, on est avec des gens comme Vigimedis, on est sur les plateformes comme Axelis d'Aquitaine ou autres, de façon à faire la continuité de ce qui a été initié aujourd'hui avec des choses comme les chariots de télémédecine ou autres. On va amener plus de mobilité tout simplement et amener une liberté d'exercer un soin ou autre quand on est en train de faire un soin avec les infirmières. Merci Thomas Van den Dries de ces explications.